C'est le dossier LCI, l'ombre de Nordal Lelandais qui hante des dizaines de familles de disparus. Plusieurs d'entre elles se sont réunies à Lyon et elles s'interrogent, et si l'ancien militaire était un tueur en série, pourrait-il être impliqué dans leurs cold cases, leurs affaires classées, des familles qui épinglent au passage les enquêteurs et la justice sur le peu d'empressement des autorités à résoudre certaines de ces disparitions. Avec le cas Lelandais, la justice a revu ses méthodes et a créé une cellule de coordination baptisée cellule Ariane pour étudier des dizaines de disparitions au cas par cas en décortiquant évidemment le parcours du tueur de Maëlys et du caporal Noyer. On va retrouver tout de suite Catherine André qui assistait à cette conférence de presse des familles de disparus depuis Lyon. Des familles plongées dans le désarroi qui se sont réunies pendant 1 heure ici à Lyon. Toutes ont dû faire face à la disparition d'un proche. Elles n'affirment rien, mais elles se demandent si Nordal Lelandais pourrait être responsable de certaines de ces disparitions. Toutes ont en tout cas regretté le manque d'informations de la justice sur leur dossier, à l'image de la sœur de Lucie Roux, cette femme de 43 ans, disparue en septembre 2012 près de Chambéry, alors qu'elle était hospitalisée dans une unité psychiatrique. Nordal Lelandais aurait été hospitalisé à la même période dans cette même unité. Et ces derniers jours, un témoin a affirmé les avoir vus déjeuner ensemble. La sœur de Lucie Roux a pris la parole pour dire que pour l'instant, elle ne savait pas si les enquêteurs exploitaient cette piste. Ces familles s'étaient déjà réunies il y a 3 mois et depuis, les lignes ont bougé puisque certains dossiers ont été rouverts. On sait notamment que les enquêteurs exploitent la téléphonie mobile, le téléphone portable de Nordal Lelandais pour savoir s'il a borné sur certains lieux de disparition. Voilà, Catherine André depuis Lyon, on en parle avec nos invités. Laurent Montet, vous êtes criminologue, spécialiste des tueurs en série. Je signale votre dernier ouvrage, Tueurs en série aux presses universitaires de France. Muriel Salmona, vous êtes psychiatre et vous avez publié le livre noir des violences sexuelles chez Duno. Et puis Stéphane Babonneau, vous êtes avocat pénaliste. Tiffaine Piauget est avec nous du service police-justice d'LCI. D'un mot, Laurent Montet, des familles qui s'inquiètent, qui veulent savoir, qui disent pourquoi la justice n'a pas tout fait pour retrouver nos fils, nos filles, ça vous étonne qu'à moitié ? Non, ça n'est pas étonnant. À chaque grande affaire criminelle, il y a une cellule qui se met en place, il y a des rapprochements qui ont lieu. Évidemment, des affaires qui sont un petit peu en sommeil se réveillent par l'effet géographique, par l'effet médiatique, par l'effet du tueur en série, qui évidemment relie certaines affaires aussi entre elles. Et puis, j'allais dire, l'inconnu. Il ne faut jamais oublier qu'un tueur en série ou l'ombre d'un tueur en série, ce genre en tout cas de profil envisagé. Parce que pour l'instant, on n'en sait rien. Nordal Lelandais n'a que 2 affaires. C'est la petite Maëlys et le caporal Noyer. Mais c'est la médiatisation. C'est-à-dire que la médiatisation, laissant à penser notamment l'hypothèse du tueur en série, réveille, au moins sociologiquement, chez les familles, la possibilité qu'il y ait un lien, même face à des affaires qui, a priori, objectivement, n'en ont que peu. Elles demandent souvent qu'on ferme des portes. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas du tout persuadées que le Lelandais soit coupable ou pas, mais qu'elles disent au moins qu'on vérifie. C'est ça. C'est très bon, je pense, à cette occasion que l'on puisse vérifier. D'autant qu'il est dit à certains égards, peut-être à raison dans au moins certaines affaires, que certaines sont trop en sommeil. Elles permettent, il y a vraiment des affaires sur lesquelles peut-être l'investigation pourrait être relancée, comme on l'a vu dans de nombreuses autres affaires. 60 000 disparitions par an, j'ai vu ça, et dont 1000 restent inexpliquées, sont les chiffres. Mais regardez, l'affaire, de toute façon, les affaires de Francis Saune, par exemple, ont été réveillées, relancées par l'initiation. L'affaire des disparus de Lyon également. L'affaire, même du temps de Patrice Allègre ou de Guy Georges, ont été relancées. Toutes ces affaires-là, effectivement, dès lors qu'il y a des affaires non résolues et qui peuvent correspondre à certains critères que les enquêteurs relèvent, concluent, je pense que c'est une très bonne chose. Muriel Salmona, elles mettent trop d'espoir, ces familles, ou pas ? Non, c'est tout à fait normal qu'elle cherche des éléments qui
puisse donner des informations. C'est horrible de se retrouver avec une disparition sans savoir ce qui s'est passé, même si là, effectivement, si un lien est retrouvé, cela voudra dire que leur proche est décédé, sûr. Enfin, mais c'est insupportable de ne pas savoir, et il y a vraiment une quête de vérité, une quête de... Avec le risque de se dire, on nous a démontré que ce n'était pas lui, donc on continue. Oui, ça c'est... Mais au moins on aura fait quelque chose, au moins on sera préoccupé de la disparition, au moins on aura mis tout ce qu'il fallait mettre comme effort pour pouvoir savoir. Stéphane Babonneau, il vous est arrivé, vous, comme ça, d'avoir des familles qui demandent quasi l'impossible, mais parce qu'elles n'en peuvent plus? Alors, la réalité, c'est qu'on veut des réponses, bien évidemment, et on se dit que il n'est pas possible, si on cherche bien, de ne pas avoir de réponse. Et c'est ça, en fait, qui est difficile parfois de comprendre pour les victimes. Et dans certains dossiers que j'ai pu suivre, effectivement, l'absence de réponse est liée automatiquement dans l'esprit peut-être des parties civiles à un manque de motivation, à un manque de moyens, à un manque de travail. La justice ne fait pas son boulot, les enquêteurs en font pas assez. Alors que malheureusement... tout cela repose sur des éléments factuels, des indices, et il arrive que les indices soient si ténus qu'il est effectivement très difficile de les remonter. Et parfois, il arrive aussi, il faut le dire, qu'il y ait effectivement un manque de motivation, des négligences, tout est possible. Mais le plus important, c'est effectivement que la plupart du temps, les gens ont l'impression que si on y met les moyens, on va forcément trouver. Il y a des obstacles techniques. On sait que, par exemple, la téléphonie, généralement, est gardée 2 ans. Hein. Donc, quand c'est avant, c'est pas ça. Tiffaine Piauget, combien de familles, enfin de disparitions imputées par ces familles à Nordal-Lelandais? Parce qu'on s'y perd un peu dans les chiffres. L'association qui organisait cette conférence, elle considère qu'il y a une cinquantaine, une petite cinquantaine, oui, une petite quarantaine, pardon, d'affaires qui devraient être revues par la justice au vu de ce que l'on sait maintenant du profil de Nordal-Lelandais. Et sur ces 40 affaires, eh bien, il y en a 14 qui sont actuellement en cours de vérification. Ça signifie tout simplement que 26 familles ne voient aucune investigation, aucune recherche de leurs proches disparus. On va peut-être écouter d'ailleurs le président de ces familles. Oui, le président Bernard Valézy, le président de l'association des personnes disparues qui organisait donc la conférence, s'est exprimé tout à l'heure. Pour lui, l'objectif, il était double. Tout d'abord, d'attirer l'attention sur ces dossiers qui ne sont pas traités. Et puis, le deuxième, c'était de faire quelque part la critique du travail de la justice, de l'opacité et de la lenteur de ce travail. Écoutez Bernard Valézy. Nous regrettons le manque d'information des proches. Nous estimons que dans ce type d'affaires, un droit à l'information doit exister pour des familles qui restent trop souvent dans l'inconnu de l'évolution de l'enquête. Aujourd'hui, comme cela avait été le cas lors d'une première réunion tenue le 1er février, ces familles ont pu échanger entre elles, notamment sur la prise en compte de leurs requêtes par la justice et les services enquêteurs. Cette situation doit conduire les pouvoirs publics à s'emparer du sujet pour réagir efficacement aux 60 000 disparitions signalées chaque année, dont près de 1 000 d'entre elles restent non élucidées. Donc il reste 26 familles qui demandent à la justice des réponses. Qu'est-ce qui va se passer pour elles ? Eh bien, elles ont une option juridique qui est possible, c'est de porter plainte avec constitution de partie civile. C'est un peu technique, mais généralement, ça permet d'ouvrir une enquête. C'est quasiment automatique. Ouais. Voilà, c'est pas obligatoire, mais c'est quasiment automatique. Et donc ça, c'est une option. Et d'ailleurs, il y a, parmi les 14 dossiers, il y en a beaucoup qui ont choisi cette option-là. Est-ce qu'on, j'allais dire, on n'en met pas trop sur le dos de Lelandais? Ça, c'est l'enquête qui le déterminera. Disons que lorsque on a commencé à rapprocher quand même des affaires depuis la petite Maëlys jusqu'à celles qu'on connaît aujourd'hui, il y a des bornages téléphoniques. C'est jamais innocent quand même. Il y a des présences. Mais ça se vérifie vite. Oui. Ça matche ou ça matche pas avec le 06 de Nordal-Lelandais. Oui, mais après, il faut effectivement savoir si c'est la bonne personne, le bon disparu en quelque sorte, au bon endroit, au bon moment. Si c'est pas uniquement effectivement un bornage, on sait qu'il est dans la zone, mais est-ce que c'était au moment exact des faits? Est-ce que c'était dans la même soirée disco ou techno? Est-ce que c'était... Voilà, donc il y a quand même des vérifications plus précises, évidemment, qu'on peut imaginer.
Mais ce que je veux dire, c'est que quand on avance dans l'enquête, le travail des enquêteurs, c'est quand même minutieux. Hein. C'est-à-dire que chapeau à eux, quand même, avec les moyens qui sont les leurs, le temps qui leur est consacré, pas toujours justement la prise de conscience collective ou judiciaire par rapport à leurs avancées aussi, de se donner les moyens, se donner vraiment, je dirais, des cellules qu'on imagine. Combien d'enquêteurs dans cette cellule, Ariane ? 6 enquêteurs qui travaillent à temps plein, exclusivement. Voilà, ils travaillent à retracer le parcours de vie de Nordal Lelandais. 6 enquêteurs à temps plein, c'est beaucoup. Mais on peut penser qu'ils se saisissent eux-mêmes des cas qui ont été soulevés à Lyon aujourd'hui, ou bien ils font rien, ils attendent que la justice leur donne leur feu vert ? Alors justement, c'est pas qu'ils font rien, c'est qu'ils attendent justement un coup de fil de la justice lyonnaise, la justice de Chambéry. Le procureur les appelle et demande, voilà, j'ai ce dossier-là entre les mains, est-ce que vous pouvez vérifier si Nordal Lelandais a croisé la route de cette personne ? C'est lourd tout ça, il y a quand même un sacré décalage entre le temps de la justice et ce qu'attendent les familles. Elles se disent, mais pourquoi on ne vérifie pas le 06 ? Pourquoi on ne sait pas où Nordal était à cette époque-là ? Alors, en réalité, il faut effectivement se figurer ce qu'est un dossier d'instruction. Un dossier d'instruction pour un juge d'instruction, c'est un dossier qui, évidemment, s'inscrit dans chaque cabinet d'instruction à 10, 15, 20, 30 dossiers avec des degrés d'urgence qui sont différents et dans lesquels il faut travailler simultanément. Donc, le juge d'instruction est dans la tour de contrôle et il donne des indications aux enquêteurs dans chacun de ces dossiers de faire certains actes d'enquête. Mais il est vrai que le temps pris est toujours trop long pour les familles, c'est évident. Une enquête sur une personne qui a disparu, eh bien vous avez le cas extrême de l'affaire, des affaires non résolues de Estelle Mouzin, on attend depuis des années, on n'a pas de et ça, on a vérifié pour Nordal Lelandais. Bien sûr. C'est incompatible. La porte a été fermée. Et vous avez également des grandes affaires criminelles comme l'affaire du petit Grégory qui vont être relancées 10, 15, non, alors, petit Grégory, c'est pas Nordal Lelandais non plus. C'est sûr. Vous avez des enquêtes où finalement ça va être relancé par un petit élément. Mais le temps de la justice est bien évidemment toujours trop long pour les familles. Mais ça, malheureusement, c'est... Bon, des familles qui sont à bout, qui ne comprennent pas toujours ce qui se passe. On va revoir ça avec Hubert Coster. Après 6 mois de silence, il a avoué avoir tué Maëlys l'été dernier. Confronté à l'évidence des faits, il a admis finalement avoir tué le caporal Arthur Noyer il y a 1 an. Nordal Lelandais se révèle être un tueur récidiviste. 2 crimes et une question qui revient. L'ancien militaire a-t-il commis d'autres enlèvements, d'autres meurtres, d'autres assassinats ? Entre Savoie, Drôme et Isère où résidait Nordal Lelandais, cette question obsède les familles des disparus de la région. Éric Forêt, Anne-Charlotte Ponsin, Stéphane Chemin, Lucie Roux, Nelly Balmain, ils sont une quinzaine à avoir disparu ces dernières années. Leurs proches, leurs familles se sont réunis pour la 2e fois. Tous n'ont qu'un mot d'ordre. Ils souhaitent que les enquêtes reprennent, que les emplois du temps et les trajectoires soient comparés. Ils n'accusent pas nommément Nordal Lelandais. Ils veulent seulement savoir. Parmi ces familles, celle d'Adrien Fiorello, disparu le 6 octobre 2010. Il avait 22 ans, son portable a borné pour la dernière fois à Chambéry, ville où travaillait Lelandais. Je me bats pour savoir. C'est pour ça que je prendrai toutes les portes, sans accusation, mais je les prendrai toutes parce que je veux savoir. Celle également de Jean-Christophe Morin, 23 ans, disparu en Savoie en 2011. Il venait de participer à un festival électro. L'idée, c'est de dire, est-ce que M. Lelandais, il était présent le 10 septembre 2011 à ce festival ? Est-ce qu'il y était en 2012 à cette même date au festival ? Et si en effet il y était, bon ben là, moi j'aurais pas besoin de plus de réponses. Car 1 an plus tard, au même endroit, Ahmed Amadou s'est volatilisé. Lui aussi avait participé au festival et il se rendait souvent à Domessin, où a vécu Lelandais. Les enquêteurs étudient aussi la piste de l'ancien militaire dans le dossier Bouvillain, disparu en 2012. Sa famille vit à Échirolles, près de Grenoble. Où vit Nordal Lelandais, c'est pas très loin.
Je veux dire, ne serait-ce que cette piste-là, au moins voir où il était à cette époque-là. Autre cas, celui d'Anne-Charlotte Poncin, disparue à Ambérieu en Bugey en 2015, ancienne militaire comme le Landais, et celui de Lucie Roux, elle aurait pu fréquenter le même hôpital psychiatrique que le suspect. Et la personne que j'ai eue au téléphone a donc discuté avec cette autre patiente qui se rappelle clairement et qui a identifié Nordal Lelandais sur les photos et qui se rappelle avoir mangé avec lui et en présence de Lucie autour de la table à l'époque. Depuis janvier, une cellule d'enquêteurs de la gendarmerie basée à Pontoise, en région parisienne, est baptisée Ariane, décortique le passé de Lelandais et tente de remonter le fil de toutes ces affaires de disparition inexpliquée. Laurent Montet, pour vous, ce que vous en savez, Nordal Lelandais, il a un profil d'éventuel tueur en série ou pas? Oui, comme d'autres profils compatibles, il pourrait correspondre au sens... Mais c'est quoi un profil compatible? Un profil compatible, c'est déjà un profil psychopathique, on l'a dit 1000 fois, mais c'est quand même très important, c'est-à-dire absence de remords, cette froideur effectivement affective, cette intolérance à la frustration ou à l'autorité, cette façon de, je dirais, d'être antisocial dans la version psychiatrique, hein, c'est-à-dire de toujours effectivement avoir à la fois des antécédents liés donc à la bagarre ou à la lutte contre la société de manière générale. De ne pas rester longtemps dans un job, dans l'armée. Donc c'est vrai qu'après, c'est comment on passe de psychopathe à tueur en série. Voilà. Là, ça devient intéressant dans le sens où il y a donc des composantes qui vont différer sans aucun doute du simple psychopathe. Et c'est là où interviennent sans doute des spécialistes qui pourraient indiquer peut-être des... Mais c'est vous le spécialiste des tueurs en série. Certes. Mais je veux dire par là que difficile de parler de quelqu'un que je n'ai pas vu en face, ni dont je ne connais sa biographie précise. Les éléments que nous avons jusqu'à présent montrent par exemple un élément, 2, 3 éléments intéressants comme la pyromanie. C'est-à-dire le fait qu'on a souvent connu chez les tueurs en série cette fameuse triade meurtrière, c'est-à-dire un élément annonciateur de 3 composantes, énurésie après 12 ans, l'incontinence, donc faire pipi au lit après 12 ans. Ah bon, ça en fait partie, ça. Effectivement, la cruauté sur les animaux, dans la version effectivement un peu sadique, cruelle, et puis cette fameuse tendance à la pyromanie, c'est le plaisir qu'il a. Et on sait que le Landais a mis le feu à un restaurant sur une plage d'un lac. Et on sait aussi qu'il a tenté aussi d'incendier son domicile familial. On a d'autres éléments qui donnent un certain continuum sur ce plaisir Certaines incendiaire. sources à l'armée disent aussi qu'il était assez violent avec les chiens. Voilà. Bon. Des choses comme ça. Pourquoi s'en prendre à une petite fille, à des hommes adultes, à des femmes, pourquoi pas? Enfin, on sait qu'il était violent avec certaines de ses partenaires. Les hypothèses que je retiendrai commenceraient par mon expérience un peu plus approfondie sur Francis Holm. Lorsque Francis Holm s'attaquait lui aussi à vieilles dames, des personnes... de sexes différents, quels que soient les âges, même des personnes âgées, hommes ou femmes, etc., il parlait souvent d'un flash. C'est-à-dire qu'au moment où venait le moment du déclenchement du passage à l'acte, lorsqu'il y revenait en tout cas à certains égards, il parlait de ce moment incontrôlable. C'est une pulsion, c'est quoi? Irrésistible, difficile à savoir dans la tête de ce tueur, mais en tout cas, il expliquait qu'une frustration très forte, incontrôlable l'avait prise et qu'il le voyait comme un moment un peu foudroyant, fulgurant dans son esprit, donc le flash, une espèce d'éclair, vous voyez, qui va essayer de représenter comme ça, et où il se déverse en quelque sorte une décharge émotionnelle très forte qu'il a du mal à contrôler. Exemple, le petit Joris Viville, petit garçon qu'il avait pris donc sur une plage, où il le voit arriver donc avec un vélo. Et puis le petit Joris Viville, qui est d'origine flamande, donc qui connaît absolument pas le français, c'est là le cœur de l'histoire. Francis, il demande à quelle heure il aime, il répond pas. Une fois, 2 fois, 3 fois, ça le frustre. Et puis il racontera, voilà, qu'il a eu ce flash. Il l'a pris donc dans les mains comme ça, très fort, au cou, et puis il l'a laissé tomber comme un tronc, selon ses propres termes. Et donc ce flash-là montre, en tout cas, dans l'exemple donné, que l'on peut s'attaquer à des enfants, comme à une jeune femme, comme à des personnes âgées, dès lors qu'une frustration de ce genre-là survient et s'exprime pour lui, par exemple, comme un flash. Parce que Tiphaine, pour l'instant, on n'a pas de mobile pour le Landais. Dans ses explications, il dit rien, il dit c'était un accident.
Bon. Justement, on avait posé la question à d'autres spécialistes ici, et à chaque fois, on nous parle justement de cette possible pulsion, et ça pourrait expliquer pourquoi est-ce que lui dit que c'est un accident, parce que quelque part, ce que lui dit en parlant d'accident, c'est peut-être que ce n'était pas prémédité, il n'avait pas pensé à ça, et justement, je pense que Muriel Salmona, vous avez peut-être votre avis à donner sur ça. Ça vous paraît cohérent, ça ? Non, enfin pas vraiment, parce que bon, déjà pour le Landais, on voit quand même des éléments de préméditation, d'organisation. Je veux dire, c'est pas un passage à l'acte. Alors comme attention, ça. parce que préméditation, il est mis en examen, je crois, pour assassinat pour le caporal Noyer, ce qui veut dire préméditation, mais meurtre pas pour Maëlys. Pour Maëlys. En tout cas, de préméditation par rapport à l'emmener. Enfin, je veux dire, je parle pas forcément. Alors, on ne sait pas sur le meurtre, mais en tout cas, par rapport à l'avoir emmené dans sa voiture, avoir tout organisé, être venu donc dans ce mariage. Donc, il y a une dimension de compulsion, mais qui peut s'organiser dans la durée, où il y a une volonté de faire de commettre un acte extrêmement violent qui va permettre une sorte de disjonction émotionnelle qui va lui permettre d'échapper en fait à plein d'éléments de tension pendant un certain temps. Et c'est souvent ce qui se passe pour effectivement des passages à l'acte comme ça réitérés. Mais est-ce qu'il a conscience qu'en tuant quelqu'un, après, c'est une mine de problèmes, j'allais dire? Alors, pour faire simple. Bien entendu qu'il en a conscience, mais d'abord il est dans la toute-puissance, dans la domination, et il espère bien qu'il va échapper à cette mine de problèmes. D'ailleurs, il essaye d'ailleurs, dans l'ensemble, les tueurs en série, il essaye de tout organiser pour échapper. Donc ils ont conscience de ce qu'ils ont fait. Bien entendu, évidemment. Mais de toute façon c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent faire le pire, ils veulent tuer, ils veulent détruire, ils veulent être tout-puissants, ils veulent commettre le pire, dans les pires conditions, le plus souvent. Et ils sont dans une sorte de compétition pour faire le pire aussi, souvent pour être le meilleur en quelque sorte. Mais ces Superman, ils vont pas se faire prendre. Oui, bah ils sont dans la toute puissance. Ils se pensent supérieurs et ils vont gérer en fait justement, ils vont alimenter cette toute puissance par des passages à l'acte réitérés, et ils vont gérer ainsi les traumas qui vont accumuler, parce qu'en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que commettre des horreurs, commettre des crimes, c'est aussi se traumatiser soi. C'est-à-dire que le cerveau va être atteint par les violences extrêmes qui vont être commises. Ils ne peuvent pas rester complètement froids à ce qu'ils font. Ils vont rester froids superficiellement par disjonction et par anesthésie émotionnelle. C'est-à-dire que le fait d'exercer des violences extrêmes fait disjoncter le cerveau et génère une anesthésie émotionnelle et du coup donne une sorte de froideur. Mais en fait, le trauma est là. Et cette anesthésie émotionnelle va être dépassée à un moment donné. Ils vont de nouveau ressentir des émotions qui vont venir des atrocités qu'ils ont commises et vont se débarrasser à nouveau de ces atrocités en recommettant des atrocités pour se mais c'est terrible ce que vous dites, c'est sans fin. Ah bah c'est bien pour ça que la violence génère une addiction. Alors pas uniquement par rapport au passage à l'acte en termes de meurtre, mais aussi dans toute autre forme de violence. Ça, on le connaît très bien. On va revenir justement sur cette personnalité de Nordal-Lelandais avec Julien Beaumont. Tout commence peut-être ici, dans ce collège. Après un an de sport-études, il refuse d'y retourner. Sa mère raconte qu'il pleurait souvent. Or, à la même période, le directeur sera renvoyé pour attouchement sur élève. Les enquêteurs doivent déterminer si Nordal-Lelandais a pu être concerné. Sans le bac, il intègre à 18 ans ce bataillon dans la Marne, spécialisé dans le dressage des chiens. Mais il a tendance à perdre ses moyens. Il sera radié 4 ans plus tard pour comportement inadapté et détention de cannabis. Les chiens, sa passion. Il ouvre même un centre de dressage sans succès. Commencent alors les petits boulots, comme dans cette entreprise. L'heure aussi des premières interpellations. Quand il était jeune, il a fait des bêtises, des petites bêtises. Des petits vols d'abord, puis ici en Isère, il montre qu'il peut devenir imprévisible, instable, violent. Avec 2 complices, il brûle un snack bar. Après une dispute avec le patron, il écope d'1 an de bracelet électronique. C'était quelqu'un qui n'était pas très... entre guillemets, recommandable ou fréquentable. Il jetait des bouteilles de verre, de whisky sur les voitures. Une fois, j'ai même voulu intervenir et mon fils m'a dit « Non, tu ne sais pas de quoi il est capable ».
Car Nordal Lelandais pratique la boxe, la musculation, l'époque où il multiplie les conquêtes. Pour séduire, il ment sur son prénom, son métier. D'où au départ, il peut devenir très agressif quand on le quitte. Un homme très secret, notamment sur son homosexualité. C'est ici qu'il donnait ses rendez-vous à l'abri des regards, parfois avec plusieurs hommes. Les enquêteurs essaient de retrouver tous ceux qui auraient pu croiser Nordal Lelandais pour découvrir toutes ces zones d'ombre. Voilà, quand même une question, Laurent Montet. Il est passé sous les radars en permanence, Lelandais. Il a fallu attendre qu'il y ait l'affaire de la petite Maëlys, donc un endroit clos, un mariage où il pouvait se faire prendre peut-être plus facilement, pour qu'on s'aperçoive, et en grattant un peu, que le bonhomme n'était pas clair. Oui, c'est par définition ce qu'est un tueur en série. C'est-à-dire un tueur en série, il devient tueur en série au bout d'un certain temps d'homicide commis. Et donc, il prouve à la société et au système policier et judiciaire qu'il est bien passé au travers des mailles du filet. Ouais. C'est aussi ça qui a été si difficile, je crois. Et ça, c'est une jouissance pour lui Sans aucun doute. Je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure. Lelandais est d'abord un profil organisé. Fondamentalement, c'est-à-dire que toute la préparation, tout le contrôle auprès des enquêteurs, la manière dont il va distiller aussi auprès de la justice les éléments d'aveu ou de confession partielle sur ce qu'il a fait, tout ça est très contrôlé, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais c'est juste pour dire que, comme il est si difficile d'être à la place de quelqu'un, dans la tête de quelqu'un, comment d'ailleurs peut-on l'imaginer, même en étant psychologue ou psychiatre, et si on les réalisait 30 secondes, mais que quand eux essayent, lors de confessions en prison, notamment, de raconter ce qu'ils ont vécu ou éprouvé au moment du passage à l'acte précis, dont ce fameux flash, on peut très bien voir le flash comme une pulsion, mais on peut le voir aussi comme un déchaînement de cruauté sadique. C'est-à-dire la manière effectivement de concentrer à ce moment-là une grande jouissance, effectivement, très narcissique. Mais alors, attendez, pardon, mais ce sont des malades ou pas ? Non. Parce que c'est une grande question. S'ils ne sont pas responsables de leurs actes. Non, ils sont parfaitement responsables de leurs actes. Ils organisent des troubles. Ils ont ce qu'on peut appeler des troubles de la personnalité, avec une personnalité antisociale, des personnalités souvent borderline, parce qu'il y a du psychotrauma derrière. Mais je veux dire, ils savent ce qu'ils font. Ils choisissent de gérer leurs problématiques de cette façon-là, de gérer effectivement des tensions intérieures en instrumentalisant autrui pour servir de fusible, de disjoncteur. C'est vraiment de cet ordre-là. Quand on parle là de ce flash, je veux dire, ça c'est ce qu'on appelle la mémoire traumatique. C'est-à-dire que quand on a été traumatisé, que ce soit en ayant subi des violences... Donc il y a toujours de l'enfance, pour expliquer. Alors, le plus souvent, c'est pour ça que le pipi au lit, en fait, c'est un symptôme souvent psychotraumatique. Alors bien entendu, l'immense majorité des enfants qui ont des troubles de cet ordre-là ne viendront pas du tout. Faites pas peur à tout le monde. Non, absolument pas. Mais c'est simplement que tout ça, ça s'organise sur du psychotrauma, donc sur une exposition à des violences qui peuvent être des violences de l'enfance, mais parfois c'est des violences de guerre aussi. On a des tueurs en série après des situations de trauma de guerre où ils ont accumulé des images violentes qui vont ressurgir ensuite. Et là, c'est pas le cas de Lelandais. Non, mais je veux dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les violences qu'il a déjà commises, il faut pas oublier qu'il a voulu tuer des ex-compagnes. C'est pas des petites violences conjugales. Dont une qui a porté plainte parce qu'elle a failli être écrasée par Lelandais. Il voulait la tuer, donc il l'a harcelée. Donc c'est quelqu'un d'une extrême violence. Il a accumulé des violences, des images violentes, et à un moment, si un lien effectivement fait ressurgir ces images de mémoire traumatique, il se retrouve envahi par toutes les images violentes de ce qu'il a déjà vécu, et il peut faire des passages à l'acte en fonction de ces images-là. Mais pourquoi est-ce qu'il parle à chaque fois d'un accident devant les enquêteurs ? Que ce soit Maëlys, poisson, c'est pour éviter, j'allais dire, la chaise électrique s'il était aux États-Unis, vous voyez, c'est pour tout simplement minimiser ce qu'il a fait. Enfin, il n'a plus grand-chose à perdre, là. Il a déjà deux... Mais pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, il y a quelque chose de très intéressant, y compris pour l'investigation. Je m'explique. C'est ce fameux concept de signature.
C'est-à-dire l'idée que le FBI avait développé en son temps, mais qui peut tout à fait être appliquée ici comme ailleurs. L'idée qu'il y a des caractéristiques tout à fait